je privilégie en premier des fractionnés courts et ensuite on tend vers du fractionné long ou des intervalles plus longs, on va dire, pour le travail de haute intensité. Est-ce que tu peux définir la différence entre tempo et seuil? Pour moi, c'était assez similaire. Je vois que tu fais une différence. Alors, physiologiquement parlant, si on mesure par exemple les valeurs de lactate sur ces deux entraînements, on va retrouver quelque chose de similaire, c'est-à-dire qu'on va retrouver des valeurs qui sont élevées mais qui restent stables dans le temps. D'ailleurs, c'est pour ça que typiquement les Norvégiens ils utilisent très fréquemment, alors pas que, mais ils ont popularisé le fait d'utiliser les séances de seuil, entre guillemets, contrôlées au lactate, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le lactate après chaque intervalle pour s'assurer en gros qu'on reste dans la bonne zone métabolique, entre guillemets. Alors forcément, si tu es en zone 3, pour moi, tu es un peu plus proche du premier seuil, et si tu es en zone 4 au seuil, tu es plus proche du deuxième seuil. Mais physiologiquement parlant, je dirais que ces deux séances se ressemblent beaucoup. C'est juste que vu que sur les séances zone 4 seuil, tu es plus proche de ce deuxième seuil, forcément, tu auras des valeurs de lactate qui vont être un petit peu plus hautes, mais qui vont également rester stables. Alors qu'en zone 3, tempo, un peu plus proche du premier seuil, les valeurs de lactate sont aussi élevées, mais un peu moins élevées que ce qu'on retrouve au seuil. Et il faut se dire que pour des coureurs qui sont à un niveau élite, cette fourchette entre le premier seuil et le deuxième seuil se rétrécit en fait. Notamment pour ceux qui sont très très entraînés dans les longues distances. On peut parler de Eliud Kipchoge par exemple, qui a un deuxième seuil à 21 km/h et un premier seuil entre 19,5 et 20 km/h. Donc lui forcément, il n'y a pas vraiment de zone tempo, il n'y a pas vraiment de zone seuil. En gros, il y a juste la petite fourchette où il va être entre les deux. Mais forcément, typiquement, on va retrouver un énorme volume de travail à basse intensité pour ces profils-là parce que tu es obligé de passer par cette case basse intensité si tu veux pouvoir récupérer de ce travail. Et par rapport maintenant pour l'appliquer sur le terrain, c'est vrai qu'on voit qu'il y a différents types de fractionnés. Il y a notamment, on va extraire de cette question le travail de vitesse pure qu'on ne va pas considérer ici. Mais sur le fractionné court et le fractionné long, est-ce que, tu vois, moi, dans l'idée que j'ai et dans l'entraînement, j'ai plus une idée de prévention dans le sens où on va commencer par mettre des fractionnés courts au début pour commencer un petit peu à stresser le corps et au fur et à mesure, on va faire des fractionnés un petit peu plus longs qui auront peut-être une meilleure efficacité entre parenthèses, parce qu'on va voir après qu'il y a d'autres méthodes qui sont peut-être encore mieux. Est-ce que c'est juste de dire ça ou est-ce qu'il y a aussi des intérêts à faire du fractionné court en dehors de cette progressivité? Même peut-être pourquoi pas faire du fractionné court peut-être à la fin d'un cycle par exemple? C'est quoi ton avis sur cette question-là? Ouais, alors je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'aspect progressivité au niveau des durées d'effort à haute intensité. Donc, je privilégie en premier des fractionnés courts et ensuite on tend vers du fractionné long ou des intervalles plus longs, on va dire, pour le travail de haute intensité. Maintenant, une particularité pour la course à pied, c'est qu'on l'a dit, si on fait des intervalles plus courts, on va courir plus vite que si on fait des intervalles longs. Si je fais un 30-30, je vais pouvoir courir une vitesse qui est bien plus élevée que si je fais un 4 minutes ou un 5 minutes en continu. D'accord? Donc, il faut prendre cette charge structurelle en considération. Donc, je dirais qu'il y a peut-être même une étape intermédiaire entre, par exemple, du travail de seuil où on va faire des blocs de, 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes, voire 10 minutes même en continu. On va répéter ça 2, 3, 4 fois dans la séance selon le niveau qu'on a. Et je dirais que la prochaine étape, c'est pas nécessairement de passer, prenons quelqu'un qui a un deuxième seuil à, 15 km/h par exemple, qui est déjà un bon niveau de course. Tu fais tes séances de seuil entre 14,5 peut-être, et tu vas pas peut-être tout de suite passer de ça à 18 km/h sur ton fractionné court. Donc je pense qu'il faut encore une fois penser à cette progressivité, non seulement d'un point de vue de l'intensité comme tu l'as fait, mais également d'un point de vue de cette vitesse de course. Il y a vraiment ces deux paramètres auxquels on doit réfléchir en course à pied, qu'on doit réussir à garder en tête lorsqu'on réfléchit à ces différents paramètres et à la progression. Ouais. Oui, parce que quand on t'a demandé de définir le fractionné au début de l'épisode, tu as parlé de suite de la charge structurelle, alors que je pensais que tu allais parler du gain physiologique. Donc il y a vraiment ces deux paramètres, l'impact structurel sur l'appareil neuromusculaire et aussi l'impact cardiovasculaire. C'est ça. Et donc, pour moi, l'étape intermédiaire, si on prend une séance de seuil long et une séance de fractionné court, ça va par exemple être du seuil court. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux faire la séance de seuil norvégienne, par exemple, qui est très, très populaire, où en fait, c'est simplement du seuil court. C'est du fractionné, mais pour le seuil.
Donc, par exemple, tu vas faire un 400 mètres avec 30 secondes de repos et tu vas faire ça entre peut-être 10 et 15 fois pour le commun des mortels. Eux, ils font ça 25 fois. Mais encore une fois, c'est parce qu'ils s'entraînent, ils font 10 km juste pour s'amuser le lundi matin, et puis après, ils le refont le lundi après-midi, puis après mardi, ils font 2 séances de seuil, puis après, ils continuent comme ça. Donc, on peut pas comparer les séances que eux font à ce que nous, on va faire. Mais concrètement, tu peux faire ta séance de seuil long. Donc, on va par exemple, à 3 fois 8 minutes. 3 fois 8 minutes à RPE 7, c'est une bonne séance de seuil. OK. Et la séance d'après, je vais peut-être pas tout de suite passer sur un 30-30 à haute intensité. Peut-être que je peux faire des 400 mètres. Je peux faire, par exemple, 1 minute 30 de course sur 30 secondes de repos et répéter ça 10-15 fois. Et forcément, je vais rester sur une intensité au niveau interne, une charge interne qui va être au seuil, parce que si je mesure mon lactate, on va garder une stabilité d'intervalle en intervalle. Et au niveau du RPE, ça devrait également se retranscrire. Donc, on devrait maintenir ce RPE 6-7 durant la majorité des intervalles sur cette séance de seuil fractionné ou de seuil norvégien. Une fois que, en parallèle à ça, donc on a cette séance de seuil qui est littéralement de la moyenne intensité d'un point de vue charge interne physiologique, mais mécaniquement parlant, tu vas être à haute intensité techniquement au niveau de la vitesse. Ça veut dire que même si on reprend le deuxième seuil à 15 km/h, tu peux faire du seuil norvégien à 15,5 à 16 parce qu'on le fractionne assez souvent pour qu'au niveau interne, tu restes stable et on reste à moyenne intensité. Et donc, ça te permet mécaniquement de passer de juste en dessous de ton deuxième seuil à juste en dessus de ton deuxième seuil, à ensuite aller un petit peu plus haut sur du fractionné court. Donc, encore une fois, on peut jouer avec ces deux paramètres. Et oui, moi, je commencerai avec du fractionné court dans cette logique-là si on pense juste à la haute intensité en isolation. OK. Et je commencerai avec un ratio 1-1 au niveau travail-repos. Donc, 30 secondes de travail, 30 secondes de repos, par exemple. Et on peut répéter ça 6 fois, 8 fois, 10 fois dans la séance. Il y en a qui le font 20 fois, il y en a qui le font 30 fois, que ce soit en continu, que ce soit 3 blocs de 10 fois 30-30. On peut vraiment partager en fait un entraînement de quelconque manière que l'on souhaite. Mais l'important, c'est de réfléchir encore une fois à comment on utilise temps de travail, temps de repos. Mais je commencerai par ce 1-1, unité de travail pour unité de repos pour parler du fractionné. Mais après, pourquoi tu associes forcément le 30-30 à un travail de vitesse élevée? Est-ce qu'on pourrait pas aussi le voir comme avec une vitesse au seuil, mais par contre quelque chose de très long, une grosse séance où on ferait du 30-30 à vitesse au seuil, et en fait, par contre, ben, du coup, il faudrait faire plein de répétitions, tu vois. Est-ce que forcément le 30-30 pour toi, c'est que de la haute vitesse? Et pourquoi ça peut pas être aussi intégré dans un schéma plus seuil, tempo, par exemple? Tu peux tout à fait faire du 30-30 au seuil. Il y a pas de souci là-dessus. Par contre, du fait qu'on a du travail, un ratio travail-repos 1-1, eh ben, physiologiquement parlant, tu vas peut-être même plus te rapprocher de l'intensité type tempo au niveau interne. Donc après, quel est ton objectif? C'est toujours la question à se poser. Et comme on l'a dit, le fractionné, ça veut tout dire et ça veut rien dire en même temps. Moi, quand j'entends fractionné, j'entends typiquement fractionné à haute intensité. Que l'on ne dit pas, mais pour moi qui est entre parenthèses à côté si on ne le précise pas. Mais tu peux tout à fait faire du fractionné au tempo, par exemple. Tu peux faire 30 secondes au tempo et 30 secondes à basse intensité. C'est techniquement du fractionné, mais c'est une séance qui va rester très, très facile et très, très abordable pour la majorité des gens. Après, c'est quel est l'objectif de ta séance? C'est ça la vraie question à se poser. Si tu veux développer ton VO2 max, par exemple, eh ben, tu vas être obligé à un moment donné d'aller taper au-delà du deuxième seuil. Sinon, ça va pas suffire. Après, voilà, c'est pour ça que je voulais parler de ça, parce que c'est vrai que justement, j'ai l'impression que chez les gens, de façon générale, fractionner, c'est haute intensité, comme tu le dis, alors que je trouve que c'est un super outil de progression si on utilise justement des vitesses qui sont moindres, tu vois, typiquement, et ça peut permettre d'accumuler justement du volume sans aller chercher à mettre trop de contraintes au niveau structurel, comme tu le décrivais. Et juste pour les auditeurs qui nous écoutent, comment tu mettrais en place justement quelqu'un qui voudrait débuter le fractionné? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée de commencer par des efforts courts à vitesse plutôt moindre, comme par exemple le seuil, pour commencer à faire des adaptations? Parce qu'on sait que, notamment Vincent en avait parlé, le sprint, c'est quand même quelque chose
qui est excellent pour la santé. Il y a un prophylaxie, il disait que c'était hyper intéressant, mais qu'il fallait avoir une bonne progressivité. Et donc, commencer par un 30-30 plutôt au seuil, par exemple, assez facile, pour au fur et à mesure augmenter la vitesse. Et après, une fois qu'on arrive à une vitesse importante, là, on peut commencer à jouer sur des durées qui vont être un petit peu plus longues et commencer à compliquer et aller chercher un petit peu plus la VO2 max. Est-ce que tu penses que cette logique-là de progression, elle a du sens, ou tu vas me dire ça dépend forcément du contexte? La dernière fois, il nous a dit 48 fois, ça dépend, je crois. Je vais essayer de pas trop vous le remettre à chaque fois. Oui, c'est un bon moyen de progression. Par contre, si on pense à cette fourchette de la moyenne intensité, donc quelqu'un qui n'a pas encore fait de fractionné, qui n'a pas encore fait de haute intensité en termes de vitesse de course, ni d'intensité au niveau physiologique, au niveau charge interne, et qui veut progresser la moyenne intensité, ben oui, je commencerai avec du fractionné, et on commencerait peut-être avec du 30-30 à une intensité qui s'apparente au seuil. Après, je passerai assez rapidement sur 1 minute de course sur 30 secondes de repos, après peut-être 1:30 de course sur 30 secondes de repos, après peut-être même 2 minutes de course sur 30 secondes de repos, pour commencer à extensifier, à prolonger ses efforts. Parce qu'à un moment donné, si tu veux les bénéfices du travail à moyenne intensité, il faut faire plus long. Il faut avoir des temps de soutien qui vont être plus importants. Et ça va être donc un moyen de progression, mais je ne me précipiterai pas à faire 30-30 disons à allure tempo, 30-30 à allure seuil, puis ensuite 30-30 à allure haute intensité. Je passerai un peu plus de temps sur cette fourchette intermédiaire de la moyenne intensité et je tâcherai d'extensifier mes efforts pour que j'ai cette durabilité et cette capacité à encaisser plus de temps, plus de courses, à passer à ce genre de temps de soutien avant de transitionner sur la haute intensité. Et après, encore une fois, comme j'ai dit avant, pour moi, la bascule entre moyenne et haute intensité, je pense que le seuil court, le seuil fractionné, le seuil norvégien, peu importe comment on veut l'appeler, c'est une très très bonne manière de transitionner parce que au niveau interne, c'est du seuil, mais au niveau mécanique, au niveau externe, c'est de la vitesse un petit peu plus importante, c'est de la haute intensité, ce qui permet de faire le pont entre les deux.